Bon, du coup, les amis, on va parler de Zoran Mamdani. Zoran Mamdani, je vous en avais parlé il y a quelques mois, au moment de la primaire démocrate, parce que du coup, Zoran Mamdani, c'était un des candidats à la primaire des démocrates pour être candidat à la mairie de New York, pour l'élection du coup à New York. Et donc parce qu'en ce moment, il y a des élections municipales, des élections de gouverneurs un petit peu partout aux États-Unis. C'est vraiment une grosse période électorale qui, avant les midterms, donc les midterms, c'est le renouvellement d'une partie du Congrès, donc des élus, ouais, c'est ça, c'est les députés, c'est ça, donc c'est les élections législatives. Donc les midterms qui sont, comme on dit, à la moitié du term, c'est-à-dire à la moitié du mandat, les élections de mi-mandat. Et donc, c'est un peu un premier round avant les élections de mi-mandat. C'est les différentes élections qu'il y a, que ce soit des municipales, des élections de gouverneurs, etc., etc., etc. Et donc, dans la ville de New York, il y avait un événement qui était assez inédit et assez ouf. C'était que un des candidats à la primaire démocrate, c'était Zoran Mamdani, qui se revendique lui-même comme un socialiste et qui a martelé un programme assez ambitieux et largement marqué à gauche pour le gel des loyers, pour le fait de mettre en place des épiceries municipales avec les prix bloqués pour que les gens aient la thune d'acheter à bouffer, pour rendre les bus gratuits et plein de trucs, etc. Bref, pour répondre point par point à la crise du pouvoir d'achat qu'il y a en ce moment aux États-Unis, mais dans un angle socialiste, quoi. En fait, on va prendre soin de tout le monde et tous les gens qui font cette ville, et avec notamment une grosse importance donc sur le logement et sur le fait que les New-Yorkais qui travaillent à New York puissent vivre aussi à New York. Et ça, c'est un truc qui est très important. Il en parle souvent pendant sa campagne, ou quand il sillonne les rues de New York, etc. Et qui parle avec des travailleurs qui travaillent, que ce soit dans l'industrie des services, que ce soit sur des chantiers, etc. Il leur demande où ils habitent. Et parfois, ils habitent carrément dans un autre état. Et ils doivent faire genre 3 heures de route pour venir au taf à New York et revenir après le soir, etc. Et en fait, il est en mode, en fait, il y a un gros problème. Si tu ne peux pas vivre à l'endroit où tu travailles, c'est qu'il y a un immense problème en fait. C'est que en fait, ta ville n'est pas faite à taille humaine, n'est pas faite pour les gens qui y vivent, n'est pas faite pour les gens qui la font vivre. Et en fait, il faut un New York dans lequel les gens qui font vivre la ville puissent y vivre, etc., etc. Comme à Paris, exactement comme à Paris. Moi, je me rappelle pendant les législatives à Paris, je discutais avec un candidat de la FI qui me parlait justement aussi de cette importance de genre, par exemple, pensez Châtelet, rien que Châtelet. Donc Châtelet, c'est pratique, t'as les RER, etc. Bon, ok, d'accord. Mais Châtelet, les gens qui travaillent à Châtelet, pour l'immense majorité, n'habitent pas à Châtelet, n'habitent même pas à Paris. Ils habitent dans banlieue, etc., etc. Et t'as un gros truc mais en fait, c'est parce que les loyers sont ultra chers, parce que comme la raison pour laquelle les gens y bossent là, c'est parce qu'il y a une attractivité touristique. Donc, comme il y a une attractivité touristique, du coup, les loyers ils sont augmentés artificiellement parce qu'on se dit, ah, peut-être qu'on peut plus tirer de la thune de cet endroit-là. Peut-être que du coup, il y a plus de valeur à habiter là. Du coup, il faut que ce soit plus exclusif. Et du coup, en fait, les loyers augmentent et ça fait que les gens qui y bossent et qui font vivre le quartier et qui font que Châtelet est ce qu'il est, n'ont même pas le droit d'en bénéficier. C'est pareil à Londres, c'est pareil partout. C'est la façon dont le capitalisme crée des zones d'exclusion et des zones de privilèges. Et entretient ces zones d'exclusion et ces zones de privilèges. Donc c'est la logique de base. Et en gros, Mamdani, il a vraiment fait sa campagne sur un programme déjà d'une avec du fond. Et ça, c'est rare pour les démocrates, parce que je sais pas si vous avez suivi la campagne de Kamala Harris, mais le fond politique, on le cherche encore. Mais donc vraiment une campagne avec du fond, avec vraiment une identité et en fait un contenu socialiste affirmé, et avec le pari, parce que donc lui, il est membre de DSA, donc les Democratic Socialists of America, qui en fait, en gros, pour vous expliquer un petit peu, aux États-Unis, c'était un système de bipartisme, c'est-à-dire qu'il y a deux gros partis principaux, les démocrates et les républicains. Et il y a plusieurs micro-partis satellites qui participent aux campagnes et qui participent au tissu en fait de ces partis. Donc typiquement, quand tu prends le parti démocrate, ça va de LR Macron, on va dire, à la France Insoumise. C'est-à-dire que tu as à la fois des gens dans l'establishment du parti qui sont des néolibéraux convaincus, qui sont copains-copains avec tout le petit monde de la finance, des médias, qui ont même pas besoin de se faire filer de la thune par les lobbies parce que eux-mêmes sont déjà les lobbies, enfin bref. Mais aussi, tu as des petits partis satellites qui font campagne à l'intérieur du parti et dans le contexte des élections, etc. pour le pousser un peu plus à gauche, comme donc les DSA, les Democratic Socialists of America, mais aussi le Working Families Party. Donc tu as plusieurs différents partis satellites un petit peu plus à gauche et qui ont un peu pour objectif de tirer le parti démocrate sur la gauche. Et donc déjà, c'est un premier truc qu'il faut savoir, c'est que le bipartisme change énormément ce dont on va parler quand on parle des États-Unis et en comparaison avec la France. Si tu n'es pas soutenu par un des deux gros partis, surtout pour une élection aussi grosse et aussi importante, tu n'existes pas. Peut-être localement, dans une petite ville, mais New York, tu gagnes pas New York si t'es pas soutenu par les démocrates.
Mais bref, du coup, Zoran Mamdani, c'était un élu local dans le Queens et progressivement, du coup, sa carrière l'a amené du coup à se dire: «Vas-y, je vais peut-être briguer, la mairie» et donc il s'est présenté en premier lieu à la primaire des démocrates. Primaire à laquelle s'est présenté aussi Andrew Cuomo, qui est principalement connu pour être, un immense corrompu accusé à plusieurs reprises, d'agression sexuelle et de viol et un immense corrompu, qui est main dans la main avec le business et cetera. Dites-vous, les capitalistes ont filé des millions et des millions à la campagne d'Andrew Cuomo dans l'espoir qu'il gagne et que Mamdani ne gagne pas. C'est vous dire à quel point, voilà, Cuomo, c'est l'establishment par excellence. Et donc Cuomo s'était présenté à la primaire démocrate. Il y avait aussi Brad Lander, qui était le parti dont je vous ai parlé, le Working Families Party, qui est pareil du coup de l'aile gauche du parti démocrate. Et du coup, à ce moment-là, le deal entre Mamdani et Lander, c'était en mode, ok, bon, nous on est tous les deux l'aile de gauche. Le principe de cette primaire, c'est que c'est des votes à ordonnancement. Donc en fait, c'est pas tu votes juste pour une personne, c'est en gros, tu as une liste et tu remplis ton ordre de préférence de qui tu veux voir être élu. Et du coup, ils ont dit, vas-y, la priorité, c'est d'empêcher que Cuomo gagne et devienne maire de New York parce que ce mec est un corrompu pourri, dégueulasse, et genre c'est plus possible, sa politique c'est plus possible. Et donc du coup, Brad Lander et Zoran Mamdani, qui d'ailleurs, by the way, Brad Lander est juif, Mamdani est musulman, tous les deux sur la question de la Palestine sont plutôt pro-palestiniens, avec des nuances bien évidemment. Mamdani est beaucoup plus antisioniste, il a beaucoup plus été vocal sur son antisionisme, là où Brad Lander est plutôt en mode solution à deux États, mais quand même les Palestiniens c'est chaud, etc. Donc il y a des nuances différentes, mais ils ont fait une campagne ensemble, ils ont fait un ticket commun pour faire barrage à Andrew Cuomo, et ça a aidé aussi à beaucoup booster la campagne de Zoran Mamdani, parce que ce ticket commun, ça a permis de donner un entrain en fait dans sa campagne supplémentaire, et le faire connaître plus qu'il ne l'était avant. Mais il y a aussi le fait que lui et Brad Lander, ils ont fait une campagne très 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 sociale. Brad Lander, il s'est beaucoup concentré aussi sur la question des immigrés, parce que Brad Lander, vous avez dû voir des images, c'était lui qui s'était fait arrêter par la police aux frontières parce qu'il se rendait régulièrement dans les administrations où les gens ils vont faire régulariser leur situation là, pour surveiller et pour vérifier que les personnes qui y vont sont traitées dignement, etc. Il a un rôle de contrôle de tout ça, c'est aussi lié à son rôle d'élu. Il faisait ça, etc. Et à un moment, il y a un mec qui se fait arrêter par la police aux frontières. Brad Lander essaie de s'interposer pour le protéger en mode non, 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 genre il est venu pour se régulariser, en fait, non. Et du coup, Brad Lander lui-même s'est fait arrêter par la police aux frontières. Et donc, ça a été une image qui a été assez connue, qui a tourné un petit peu partout sur les réseaux. Donc, déjà, ce ticket Brad Lander, Zoran Mamdani, c'était vraiment la force de l'aile gauche du Parti démocrate. C'était vraiment en mode bonjour, on est contre l'establishment, on est extrêmement critique de ce qu'a fait l'establishment du Parti démocrate, particulièrement Kamala Harris sur sa campagne, et on va arriver, on va assumer qu'on est socialiste, qu'on est musulman, juif, pro-palestinien, qu'on est pro-LGBT, qu'on est pour la diversité, qu'on est pour le fait que New York soit une ville d'immigrants et soit bâtie et soit remplie de vie par ces immigrants, etc. Et on va faire campagne là-dessus, sur un programme clair, sur un programme de rupture, et on va redonner l'espoir à une ville de New York qui, pour beaucoup, a quand même pas mal perdu espoir aussi dans les politiques, quoi. C'est quoi l'establishment? Je connais rien dessus. L'establishment, en gros, c'est le système. C'est les gens qui tiennent le parti, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Zoran Mamdani a gagné la primaire démocrate, ce qui est déjà une dinguerie. Et en fait, la leçon qu'on en a tirée, c'est oui, bonjour. Quand tu fais campagne sur un programme de gauche, que tu fais une campagne qui est respectueuse et qui est pas méprisante, beaucoup de gens ont mis en avant le fait qu'il a un style de communication qui est assez, genre, il a fait des vidéos ultra bien léchées, où il est ultra cool, ultra sympa, tu sais, il a vraiment la tchatch à la new-yorkaise, tu vois, donc voilà. Mais en fait, c'est aussi que ces vidéos ultra bien léchées, il en profite pour parler de trucs ultra deep et ultra politique. Et en fait, c'est pas juste de la communication et de la poudre aux yeux, c'est aussi du fond politique. Mais donc, il a fait une campagne avec une stratégie de communication assez ambitieuse, un programme ultra ambitieux. Il a gagné la primaire démocrate. Et là, les démocrates, ils se sont dit oh, merde, parce que nous, on préférait le corrompu, en fait. Enfin, le corrompu, non, parce que ça nous embête qu'il a une affaire au cul. Alors, du coup, on peut pas vraiment assumer qu'on le soutient parce qu'il nous a un peu foutu dans la merde avec ses affaires de corruption et d'agression sexuelle. Mais nous, on veut pas le socialiste, en fait, parce qu'on n'aime pas la gauche. Et qu'en fait, depuis que Kamala Harris, elle a perdu, l'establishment démocrate, il est plutôt en mode ah, vas-y, on a perdu à cause de la gauche. Du coup, il faut essayer de parler aux électeurs de Trump. Et au pire, c'est pas grave si on flanche un peu sur l'avortement, parce que il faut parler aux gens qui ont voté Trump et aux républicains qui pourraient voter pour nous, parce que c'est une campagne et une stratégie qui historiquement a toujours gagné pour la gauche.
Donc le Parti démocrate, globalement, depuis que Kamala Harris a perdu l'élection face à Donald Trump, ils n'ont rien compris, ils sont largués et leur réflexe, ça a été de dire « faut liquider la gauche ». Parce que ça reste des capitalistes avant tout. Mais du coup, comme Zoran Mamdani il a gagné la primaire démocrate, bah ça leur a pas trop plu aux démocrates. Et ils se sont retrouvés un petit peu à être obligés de le soutenir. Parce que forcément, quand tu gagnes une primaire, t'es un peu... Enfin, les gens, ils sont obligés de te soutenir. C'est le principe d'une primaire. Mais plot twist, Andrew Cuomo, qui donc avait perdu la primaire des démocrates, s'est quand même présenté en indépendant. Parce que les primaires, tout le monde respecte le résultat, c'est bien connu. Parce qu'il a reçu un bon financement. Ouais, il a reçu pas mal de thunes. Je pense qu'il a reçu quand même le soutien tacite d'une partie de l'establishment démocrate parce que tu fais pas ça contre ton propre parti. Si t'as pas une partie de ton parti qui est d'accord avec toi, et j'ai dit beaucoup le mot parti dans ma phrase. Et donc, Andrew Cuomo s'est présenté en indépendant. Du coup, globalement, ça a été un petit peu le deuxième round entre Zoran Mamdani et Andrew Cuomo. Et bon, globalement, c'était un peu écrit d'avance, quoi. Je veux dire, ça faisait déjà un bon petit moment que les sondages donnaient Mamdani gagnant. Et ça n'a pas loupé. Hier, Zoran Mamdani a été élu. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to... Oui, parce que rappelle que Donald Trump, il a fait sa fortune à New York. Du coup, il est en mode, s'il y a une ville qui peut dire à Trump, stop, t'es fini, c'est bien la ville dans laquelle il a fait sa thune, quoi. Terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, words for you. Turn the volume up. Là, il l'a bien nargué et tout, parce que aussi, Mamdani, un de ses objectifs de campagne, c'est de faire de New York une ville sanctuaire. Ça veut dire quoi, une ville sanctuaire? Ça veut dire une ville où toutes les dispositions fédérales que Trump met en place ne seront pas respectées. Une ville qui va résister à Trump, notamment vis-à-vis des arrestations que mène ICE, donc la police aux frontières, et vis-à-vis des lois anti-trans, vis-à-vis de toutes les lois antisociales, etc., que Trump essaye de faire passer, de toutes les directives autoritaires, toutes les ordonnances antisociales qu'il essaie de faire passer. Et donc, l'objectif, c'est de faire de New York une ville sanctuaire qui soit protégée, justement, des politiques de merde de Trump. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un petit peu ce face-à-face, c'est que, pour la petite histoire, Zoran Mamdani n'a pas le droit de se présenter aux élections présidentielles, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Mais il se présente quand même comme l'étincelle pour mettre le feu aux poudres à l'opposition à Donald Trump et montrer un chemin clair, montrer que l'opposition au fascisme ne se fera pas pour le Parti démocrate en se recentrant et en essayant de récupérer les électeurs de droite, les électeurs trumpistes, les républicains. C'est pas on ne gagne pas au centre, c'est on gagne en réaffirmant notre gauche. Donc c'est à la fois un face-à-face avec Trump, mais c'est aussi un power move vis-à-vis du Parti démocrate. To the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Ça, c'est beau, putain! Son discours, il était magnifique. Il était vraiment magnifique, son discours, genre, c'est trop... Ah ouais, les faf, là, ils sont en PLS. Mais vous allez voir, ils étaient bien en PLS. Hein. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. This city belongs to you. Thank you. Donc le tout premier maire de New York socialiste, le premier musulman, le plus jeune, le plus... Enfin, c'est voilà. Il est en train vraiment d'ouvrir une nouvelle ère dans la politique aux États-Unis. Il y a à la fois toutes les premières qui sont liées à son identité, qui sont liées à sa jeunesse, qui sont liées à tout ça. Mais il y a aussi son programme où, encore une fois, je vais le répéter et le re-répéter et le re-répéter au cours de cette soirée. Mais c'est un programme de gauche. C'est un programme, tu le proposes en France. Parce que là, on va parler après des bisbilles avec
le Parti Socialiste, etc. Mais c'est un programme de gauche. Désolé, mais en France, tu proposes des épiceries municipales, on te traite de communiste, on te traite de bolchevique. Et là, le Parti Socialiste, ils sont en mode « Non, mais si Mamdani était en France, il aurait été socialiste. » Mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Comment ça, des épiceries municipales? Il aurait été chez vous, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Oui, parce qu'il parle du logement et du social, et nous aussi, c'est le social. Mais bref. Il est social-démocrate, hein. Il est plus à gauche que la fille. Bah en fait, DSA, les Democratic Socialists of America, donc qui est son micro-parti, c'est le parti frère de la France Insoumise aux États-Unis. Quand Mélenchon est allé à New York pour présenter son bouquin, etc., il a été à un meeting, enfin il a fait un meeting chez les DSA, et à cette occasion, il a été le premier en France à soutenir Zoran Mamdani. Donc, enfin c'est pas plus à gauche que machin. Encore une fois, c'est les États-Unis, on parle pas exactement des mêmes structures politiques, mais c'est notre frère, quoi. Et du coup, cette vidéo aussi, elle revient sur son parcours. Naturalisé américain en 2018, socialiste convaincu et opposant à Donald Trump, qui est Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York. Né en Ouganda en 1991 dans une famille d'origine indienne, l'histoire américaine de Zoran Mamdani commence à New York. Et surtout, plus que Zoran lui-même, son daron, les gens. Son daron, c'est un turbo-penseur décolonial. Mahmoud Mamdani, c'est un turbo-penseur décolonial. Enfin, en plus, il a vraiment ce flow. Il a vraiment ce flow d'un télo. Et notamment, il a beaucoup travaillé du coup voilà, sur la guerre contre le terrorisme, le truc comme ça. Et déjà, Zoran, il n'est pas dans n'importe quelle famille. Il naît aussi dans une famille assez politisée. Et voilà, j'ai vu une take catastrophique en mode Mamdani est un nepo baby. Je veux bien que, voilà, comme tu dis, Seltanou, tu ne deviens pas maire de New York 7 ans après, naturalisé, sans background, etc. Oui, voilà, c'est logique aussi. Mais un nepo baby, il vient de la bourgeoisie culturelle. Oui, certes, mais un Nepo Baby. Nepo Baby, les gens, c'est en gros, c'est un enfant du népotisme. En fait, ce serait un Nepo Baby si son daron était un turbo apparatchik du Parti démocrate, ce qui n'est pas le cas. Je suis terrifié, je parle les avis des gens. Il déménage avec ses parents à l'âge de 7 ans. Fils de la réalisatrice Miraner et du professeur à l'université de Columbia Mahmoud Mamdani, il est de cette jeunesse libérale dorée new-yorkaise. Après un lycée d'élite dans le Bronx, puis un diplôme à l'université de Baldwin College dans le Maine, connu pour être un bastion progressiste, Zoran Mamdani se lance dans une première carrière surprenante. Sous l'alias de Young Cardamom, il tente en 2015 de se lancer dans le rap. Oui, c'est vrai que rappelle sa première carrière, ça a été le rap. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il a vraiment un parcours où tu vois la bourgeoisie culturelle, mais tu vois aussi l'attachement aux classes populaires et à la culture des classes populaires. Tu vois, il y a vraiment un truc, c'est vraiment cet agent problématique entre les classes, quoi. C'est durant cette carrière musicale balbutiante qu'il obtiendra sa naturalisation. Il devient citoyen américain en 2018. En parallèle de la musique, il rejoint la campagne d'un candidat au conseil municipal en tant que militant. Il découvre alors la politique, un virus qui ne le quittera plus. Élu en 2020 comme représentant d'un district du Queens à l'Assemblée de l'État de New York. Et donc, tu as vraiment aussi déjà le parcours de militant de terrain à élu local. Il est vraiment passé dans les rangs échelon par échelon. Il y a aussi, c'est vrai qu'à l'échelle de la politique, il y a certains privilèges qui peuvent te permettre de ne pas passer par le stade militant de terrain. Et clairement, Mamdani, c'était pas son cas. Et t'as un peu une espèce de truc aussi où, y compris dans son parcours politique, le côté self-made man, rags to riches, etc., started from the bottom, etc., se situe aussi dans son parcours politique. Même si au niveau de classe sociale, il a started from the middle, mais au niveau politique, il a vraiment started from the bottom, quoi. C'est dans ce quartier, creuset des vagues migratoires les plus récentes, que celui qui se revendique comme un socialiste forge son image, celle d'un musulman progressiste aussi à l'aise à une marche des fiertés qu'à une rupture du jeûne de l'Aïd. Si la forme fonctionne, sur le fond, il développe un programme qui séduit les New-Yorkais, rendre cette ville, parmi les plus chères du monde, abordable pour tous ceux qui ne sont pas riches. Et voilà, immigrés bourgeois venant d'un pays pauvre mais déclassé, je pense quand ils arrivent à New York, bah, par définition déjà quand t'es étranger et que tu viens d'un pays du Sud, il y a une forme de déclassement, même si le daron est à Columbia, même si la daronne est réalisatrice, etc. C'est pas non plus, c'est pas la jeunesse dorée de New York. Quand ils ont dit tout à l'heure, oui, la jeunesse dorée, lycée d'élite dans le Bronx, c'était en mode frère, ça reste le Bronx. Ok, je veux bien qu'il y a des quartiers, il y a certains quartiers dans le Bronx qui sont un peu plus riches que d'autres, mais bon, il est pas né dans le triangle d'or à Manhattan non plus, quoi. Housing is far too expensive. We're going to build hundreds of thousands of affordable homes, take on bad landlords, and freeze the...
And we believe that daycare shouldn't cost as much as a year's tuition at City College. That's why we're going to deliver universal. En campagne depuis plus d'1 an, sa stratégie, héritée de son... Et ça, c'est aussi ça, c'est que vraiment, pendant toute sa campagne, ça a été aussi son truc, ça a été de marteler systématiquement ses points. Même quand, sur les bails sur la Palestine, etc., parce qu'il s'est pris un immense backlash, vous imaginez bien, il s'est pris une immense campagne d'accusations d'antisémitisme, etc., parce qu'il avait eu le malheur de dire qu'il était antisioniste, et qu'il était, qu'il était pro-palestinien, et que Netanyahou était un criminel de guerre, et que c'était un génocide ce qui se passe à Gaza. Enfin bref, globalement, il avait dit les évidences, quoi. Du coup, il s'est pris une immense... D'ailleurs, une campagne médiatique sur son supposé antisémitisme qui reposait sur le fait beaucoup d'aller voir les habitants juifs de New York pour leur faire dire à quel point ils avaient peur de Zoran Mamdani. Et les juifs, ils étaient en mode bah non, il est cool. Et puis bah c'est un musulman, c'est un frère. Enfin, non, c'est pas. Et puis c'est vrai que ce qui se passe en Palestine, c'est chaud. Genre aussi, je pense que les médias états-uniens ont tellement prêté leur sionisme évangélique à l'entièreté des juifs, parce qu'évidemment l'accusation d'antisémitisme repose sur le fait d'assimiler l'entièreté des juifs à la politique israélienne, bah du coup en fait qu'ils ont oublié que bah t'avais beaucoup de juifs antisionistes aux États-Unis et particulièrement à New York. Et d'ailleurs ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment il faisait des vidéos de campagne dans toutes les langues. Donc, il a fait en espagnol, en arabe, etc. Et il a fait des contenus de campagne en yiddish, et il s'est fait tomber dessus quand il a sorti en gros son truc de campagne en arabe. Il s'est fait tomber dessus par des sionistes qui était en mode oui, pourquoi il fait un truc de campagne en arabe et pas en hébreu? Et du coup, les gens ils ont dit mais pourquoi en hébreu à New York? Genre, vous êtes au courant que les juifs new-yorkais, historiquement, ils parlent le yiddish, pas l'hébreu? Genre, s'il doit employer un langage, c'est le langage, la langue que parlent les gens sur place. Et désolé, c'est le yiddish en fait. Et donc, t'as tellement de trucs. Et du coup, bah, en fait, il a eu quand même une bonne partie du vote juif à New York. Pendant la primaire, il y avait son ticket commun avec Brad Lander à gérer un petit peu aussi une partie de cette diplomatie-là avec la communauté juive de New York. Mais aussi, il a vraiment acquis un respect de la part de la communauté juive de New York là-dessus. Hein. Ça a même infusé l'argot new-yorkais, lui dit bah oui, de fou. Genre, ça fait vraiment partie de l'histoire de la ville, quoi. Genre, et encore une fois, bref, insérer ici encore un de mes commentaires supplémentaires sur à quel point le sionisme, en imposant l'hébreu comme langue unique et en interdisant aussi, y compris aux gens en Israël, de parler le yiddish, de parler leur langue aussi. J'oublie les autres langues diasporiques, pardonnez-moi. Il y a eu véritablement une politique d'interdiction aussi et de shamer les gens, de donner honte aux gens qui parlaient le yiddish et une destruction active du langage. Et du coup, bah, c'est pas pour rien que lorsque les sionistes s'offusquent que Zoran Mamdani ne parle pas en hébreu aux juifs new-yorkais, ça étend aussi la violence sioniste envers la diversité culturelle de la diaspora juive partout dans le monde et la diversité culturelle déjà existante et la façon dont bah, le sionisme a été aussi une destruction immense d'immenses pans de la culture juive, quoi. Bref. Payson commence sur les luttes LGBT. Il a un super programme au niveau LGBT et un programme social sur les questions LGBT. Hier sur le live, je vais peut-être vous le remontrer, mais il a fait toute une vidéo en hommage à Sylvia Rivera dans laquelle justement il parle de son programme LGBT et les poils, quoi. En fait, ce qui est beau, c'est que dans sa campagne, il a rendu hommage vraiment aux marges de la communauté queer. Vas-y, je vais vous le montrer hein, parce qu'en vrai, c'est fou. Everyone calls me Sylvia. I've had this name for 9 years. This is respect. I'm on the Christopher Street Pier, or as it was called in Sylvia Rivera's day, the Christopher Street Docks. Donc il se met sur les docks de Christopher Street. Pour savoir, la première Gay Pride s'appelait la Christopher Street Liberation March. Christopher Street, c'est le lieu des émeutes de Stonewall, c'est le lieu de vie de la communauté queer. Sur les docks, c'était là où il y avait des activités de prostitution, les gens qui traînaient parce qu'ils avaient nulle part où dormir la nuit. C'était là où les gens se retrouvaient, tissaient leurs liens de solidarité, etc. Les docks de Christopher Street, c'était le lieu de misère et le lieu de cruising pour certaines personnes, de prostitution pour d'autres, de refuge pour encore d'autres. C'était on le voit en effet dans Paris is Burning. Et dans Pose aussi... On les voit aussi sur les docks dans la série Pose. Donc c'est le fait qu'ils se posent là-dessus pour rendre hommage. Enfin, c'est... Voilà, quoi. In the 1970s, homeless queer New Yorkers had been pushed to the margins of a hostile society. Et voilà. Et il parle direct des New-Yorkais queer à la rue qui ont été repoussés aux marges de la société, y compris aux marges du mouvement queer, du mouvement LGBT. C'est vraiment, il a vraiment les refs et il est vraiment en mode, on va se concentrer aussi sur les marges, on va faire de la politique à partir des marges. But it was here, on the physical margins of our city, that they found a home. Sylvia was one of those New Yorkers. She arrived here at the age of 11, where she immediately landed in the center of the gay rights movement. She befriended the legendary Marsha P. Johnson,
protested at Stonewall, and led marches for equality. But even among the queer community, trans New Yorkers were excluded. Et donc il raconte que même dans la communauté queer, les New Yorkais trans étaient aussi exclus. Riviera et d'autres, y compris Marsha, etc., ont été découragés et intimidés pour ne pas être dans la Pride, etc. Enfin, il refait vraiment toute l'histoire de la trahison des personnes trans par la communauté gay et lesbienne, quoi. Rivera and others were discouraged from walking in Pride, their participation erased from Stonewall history. La participation effacée de l'histoire de Stonewall. This cruelty took a toll. Rivera developed a substance abuse problem and was often homeless. When she had nowhere left to turn, she would sleep here, waves lapping nearby. Et quand elle avait nulle part où aller, elle dormait ici. Genre, tu sais, il y a juste un truc de... Parce que tu pourrais faire une vidéo en mode vive la diversité, on a besoin de la diversité à New York, la Gay Pride c'est trop bien, il faut de la diversité dans l'unité, oui les homosexuels, trop bien ils font la fête, etc. Tu pourrais faire un truc comme ça, un peu putassier en mode et c'est vrai qu'ils ont des droits après tout et qu'il faut faire respecter leurs droits. Tu sais, le truc de base que tu fais souvent quand tu parles des questions LGBT, mais lui il va direct dans la street, il va direct dans le monde des marches, dans le monde des gens à la rue, dans le monde des gens qui passaient leur vie entre des allers-retours en prison, à la rue, dans des appartements, dans des squats complètement délabrés, etc. Il revient, ouais, c'est ça, il revient à la réalité, quoi. En mode, c'est quoi les conditions sociales de tout ça, quoi. C'est quoi, dans quoi ils vivaient derrière, auquel les paillettes, le glam, etc. C'était quoi concrètement la vie des gens? En quoi l'absence de droit impacte tes conditions matérielles d'existence? Yet no matter what hardships she faced, Sylvia Rivera advocated for others. Et c'est vrai que Sylvia Rivera a passé sa vie à militer pour les autres, à militer pour les droits des personnes trans, etc. Et ça, c'est un truc qu'on lui a quasiment jamais reconnu encore de son vivant, quoi. She and Johnson founded STAR to house and feed trans kids. Et donc, elles ont fondé STAR, qui est, donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, Street Transvestite Action Revolutionaries, qui était un groupe révolutionnaire anticarcéral qui logeait des jeunes personnes queer à la rue, etc. C'était un espace de vie commune, de communauté pour abriter les personnes qui se trouvaient. Genre, c'était vraiment genre. Et oui, et bien sûr, ça s'appelle STAR, bien évidemment. The Christopher Street Pier is like our city, a place of immense contradictions. It's where outsiders found belonging. Et le fait qu'ils mettent au cœur aussi la question des contradictions, qu'ils n'essayent pas de dépeindre une image de New York un peu idyllique, un peu tout le monde. Ah, même dans l'adversité, il y avait de la communauté et de l'amour et c'est ça qu'on aime. Non, il dit c'est de la contradiction. C'est là où certaines personnes se sont trouvées exclues, même si c'est là où certaines personnes ont retrouvé une communauté et qu'en fait, c'est ces contradictions-là qui travaillent notre ville et avec lesquelles il faut travailler. Enfin, je suis amoureux. And it's also where Marsha P. Johnson's body was found. The victim of a suspected murder no one was ever prosecuted for. Oui, c'est vrai que Marsha P. Johnson a été retrouvée morte et on sait toujours pas qui l'a butée. But even amidst this, we can chart a clear path forward that makes our city inclusive. Since taking office, Donald Trump has waged a scorched earth campaign against trans people. The man with the most power has expended enormous energy targeting those with the least. New York will not sit idly by while trans people are attacked. We'll deploy hundreds of lawyers to Donc on va déployer des centaines d'avocats pour combattre la haine de Trump. combat Trump's hate. Make New York City an LGBTQI Faire de New York une ville sanctuaire LGBTQIA+, plus sanctuary city, and create the office of LGBTQI plus et affairs créer le bureau des affaires to allocate LGBTQIA+, millions for youth and adults. pour permettre des millions de dollars pour les jeunes et pour les programmes de logement pour les jeunes et les Adult adultes, housing programs, as well as gender-affirming care. ainsi que les soins de transition. We can't bring Sylvia back, but we On peut can pas ramener honor her Sylvia, memory mais on peut... by building a city where trans New Yorkers are cherished. In a time of darkness, New York must be the light. Genre désolé, enfin, moi ça m'émeut à chaque fois que je vois cette vidéo. Enfin, vous savez, moi j'ai commencé à militer à la France Insoumise sur les questions LGBTI. Et même si tu es un expert dans ces questions-là, même si tu travailles beaucoup sur le programme, etc., tu peux parfois avoir l'impression de parler un peu dans le vide, d'avoir un peu cette impression que tu seras toujours là pour essayer de pousser les gens vers le fait d'essayer de comprendre de quoi tu veux parler, de comprendre les réalités de fond que tu essayes d'expliquer, les trucs comme ça, etc. Mais que souvent tu dois un peu faire le deuil que les gens ils comprendront jamais vraiment. Finalement, ce sera toujours toi qui devras porter le cœur du truc parce que ils comprendront jamais, quoi. Genre ils vont toujours réduire ça à des trucs un peu sociétaux, à des trucs un peu. Et moi c'est ce que j'ai
trouvé ultra sain à la France insoumise, c'est justement ce truc-là de on va pas distinguer entre les questions sociétales et les questions sociales, et on va aller regarder les réalités concrètes, matérielles de vie quand on va parler des paillettes LGBT, tu vois. Et ça, c'était déjà un truc qui m'a fait me dire que j'étais sur la bonne voie, mais quand je vois Zoran Mamdani et à quel point il va encore plus loin dans l'incarnation vraiment de ce message-là, et dans le fait de l'incarner aussi avec un programme très ambitieux, avec de la thune, avec des avocats, avec genre le pouvoir municipal vraiment à disposition et pour les personnes. Et tout ça en hommage à Sylvia Rivera qui historiquement a été exclue et humiliée par le mouvement gay et lesbien et pour qui encore aujourd'hui il faut se battre pour faire écouter sa mémoire et son héritage. Moi ça m'émeut quoi. J'ai passé une bonne partie de ma vie militante à espérer de voir. La violence ça peut me choquer mais c'est l'espoir et l'empathie qui me touchent le plus parce que ça contraste autant. Bah ouais de fou. La question qui reste en suspens, est-ce que quand même peut-il arriver à tout faire? Bah évidemment. Et là on est dans l'ambiance campagne etc. On est trop content et ça se trouve il arrivera pas forcément à tout faire. Mais tu vois, le simple fait que ça a été ça sa méthode et que ça a été une méthode aussi, une façon de dire les choses aussi sensible, enfin, qui aille vraiment chercher dans les réalités sensibles et matérielles et concrètes et torboyaux. Déjà rien que ça pour moi il pose une pierre qui sera difficile à enlever quoi. Il pose des jalons que d'autres n'ont pas osé pour porter un programme politique de rupture, un programme vraiment inclusif. Bah c'est ça. Il montre vraiment un chemin qui est enthousiasmant quoi. Et après je sais que dès que des gens vont essayer de l'imiter en n'ayant même pas la moitié du quart du fond politique, ça va m'énerver, ça va me dégoûter, ça va me donner envie de tout péter quoi. En attendant déjà je suis fier quoi. Porte à porte, tractage efficace par une armée de bénévoles et une utilisation parfaite des réseaux sociaux et de leur code. Here we are. Ah il a su utiliser les réseaux sociaux et leur code. Ouais mais non. Non bah non. Non, c'est pas juste les codes des réseaux sociaux, au contraire, il a hacké les codes des réseaux sociaux pour porter des discours politiques. We're spinning a ball. What's going on, everybody? It's Zoran Mamdani. It's Knicks playoff season out here. Let's see what New Yorkers are thinking right now. Freeze the red. Confirmant son nouveau statut, Zoran Mamdani s'impose à la surprise. Genre, il n'y avait pas des gens qui disaient ouais, Mamdani, ils disaient freeze the rain, tu vois, c'était pas. Vraiment, ne criez pas mon nom, criez résistance, quoi. Général lors des primaires démocrates en juin 2025, devançant l'ancien gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Tu sais, si elle a fait envoyer quelqu'un là-bas pour suivre la campagne, ouais, même plusieurs personnes. Bah, je sais qu'il y avait Manon Aubry qui y était. Il me semble qu'il y avait d'autres camarades que je connais, je sais pas si je peux le dire, mais qui y étaient aussi, donc on avait des camarades sur place. Depuis, les sondages le donnent gagnant pour le poste de maire, avec récemment de 4,5 à 16 points d'avance sur Andrew Cuomo, encore lui, qui s'est présenté sans étiquette. Tu penses qu'il a pu être inspiré par Mélenchon d'une manière ou d'une autre, même s'il prend surtout le relais de Sanders? Bien sûr, mais parce que les États-Unis, notamment les DSA, encore une fois, je vous dis, les DSA, les Democratic Socialists of America, qui sont partis à lui. Déjà, c'est le parti frère de la France insoumise. Et il regarde énormément du côté de la France et du côté des méthodes de campagne et du côté de la façon dont on pose les messages, etc. Et il y a, en vrai, faut pas sous-estimer à quel point Mélenchon est regardé et observé par une grosse partie de la gauche internationale, y compris aux États-Unis. Et donc, évidemment qu'il y a une inspiration là-dessus. Après, évidemment, ils ont leur propre... Nous aussi, on est inspiré des États-Unis. On a été inspiré par la campagne de Bernie Sanders aux primaires de 2015. On a été inspiré par la campagne de Bernie Sanders, nous aussi. En fait, il y a des inspirations mutuelles. Et pareil, oui, il y a le POI qui est présent chez les DSA aussi. On a des camarades du POI présents. Le fait qu'il fasse répéter les slogans politiques dans le discours et pas son nom, ça m'a fait penser à ça. Bah, il y a de ça, mais pas que, tu vois. Genre, il y a... Disons qu'on se regarde mutuellement et on s'inspire mutuellement. C'est pas en mode « Ah, il a pris ça à Mélenchon », c'est... Il y a une inspiration mutuelle et un peu une espèce de challenge mutuel de « Ah, vas-y, vous faites ça ? Ah, vas-y, nous, on va rajouter ça. » Et du coup, on regarde « Ah, tiens, vous rajoutez ça ? Tiens, vas-y, on va le faire de cette façon. » Et en fait, c'est de l'émulation, quoi. Durant sa campagne, il a promis de s'opposer farouchement au président américain, notamment à sa politique anti-immigration et à sa guerre judiciaire contre ses ennemis politiques. Et c'est là aussi où on voit où il a fait la promesse de se battre pied à pied contre Trump. Mais ça vous dit aussi à quel point les enjeux vont être larges en face de lui, quoi. C'est-à-dire qu'il va rencontrer pendant son mandat des difficultés immenses. Parce que Trump fait vraiment la guerre aux gouverneurs et aux maires des villes et des États sanctuaires. Donc les États sanctuaires, voilà, c'est comme je vous ai expliqué, hein, c'est des États et des villes qui justement font en sorte
de ne pas appliquer et d'aller à l'encontre des politiques antisociales et racistes de Trump, etc., bah, il y a déjà une guerre active contre les villes sanctuaires. Donc Mamdani va devoir faire face à énormément de violences politiques. Et ça, faut s'y attendre. Défenseur de la cause palestinienne depuis ses années étudiantes, ses prises de position sur Israël et la guerre à Gaza, qu'il qualifie de génocide, lui valent l'hostilité d'une partie de la communauté juive de New York. Pour tenter de rassurer. Oui, enfin une petite partie, parce que quand même la communauté juive de New York a énormément voté pour lui. Pourquoi c'est vraiment genre lui valent l'hostilité de la communauté juive de New York selon qui? Une partie, enfin. Désolé, mais si c'est la moitié de la communauté juive de New York, bah ça veut dire que les juifs sont des électeurs comme les autres qui ont des avis divergents sur la Palestine comme les autres. Désolé. Genre tu vois l'orientation de la vidéo, c'est-à-dire qu'ils prennent juste les points de discours de propagande dans les médias, alors que désolé, la communauté juive de New York a aussi largement voté pour Zoran Mamdani, à la fois dans la primaire et à la fois dans l'élection. Donc c'est oui, genre oui, la communauté juive de New York est pauvre, donc elle vote pour lui, oui. Genre et surtout genre désolé, mais la communauté juive de New York est aussi critique d'Israël. Genre allô. Genre, je sais qu'en France, bon, on a nos orgas, mais c'est moins massif. Mais aux États-Unis, le Jewish Voices for Peace, même tout simplement, même la communauté juive orthodoxe, qui en règle générale est très très méfiante vis-à-vis du sionisme religieux, vis-à-vis même du sionisme politique et de ce qu'elle signifie pour leur interprétation religieuse de l'arrivée du Messie, etc., de la fin du monde, de la fin de l'histoire, etc. Oui, ça, les Haredim, etc., qui sont antisionistes. Donc, il y a. C'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont forcément pro-Israël ou pro-Netanyahou, quoi. D'ailleurs, un gros changement des 20 dernières années sur l'émergence d'un mouvement juif antisioniste très fort aux USA. Ouais. En termes de mouvement organisé, ouais. Mais le plus surprenant, c'est que son profil, très engagé et progressiste, ne fait pas l'unanimité au sein de son propre parti. Plusieurs figures, notamment le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, soutiennent pas publiquement, et ceux qui l'ont fait ont pris en même temps, c'est un immense sioniste, Chuck Schumer. pincettes, comme le leader à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries, qui ne pense pas que Zoran Mamdani soit l'avenir du camp démocrate. Mais parce qu'en fait, il y a un enjeu en ce moment à l'intérieur du Parti démocrate. Est-ce qu'on récupère Mamdani ou est-ce qu'il est irrécupérable et qu'on fait en sorte de mettre fin à l'espoir qu'il est en train de faire naître à notre aile gauche? Mais le dixième tondelier Mehdi Zoran, bah c'est un peu ça, tu vois, c'est que, en fait, désolé, mais Zoran Mamdani, il a un lien d'âme avec la France insoumise. En fait, il y a une espèce de guéguerre en ce moment à gauche pour se récupérer Mamdani et pour essayer de prouver qu'en fait non, Mamdani il serait de chez nous, en fait non, Mamdani il serait de chez nous, etc. Et désolé, spoiler alert, c'est la France insoumise qui a le plus raison à ce sujet-là. T'as Olivier Faure par exemple qui dit « En France, Zoran Mamdani serait socialiste, le blocage des loyers en zone tendue ». Non, il a dit le blocage de tous les loyers, il n'a pas mis de petit astérisque. La défense des services publics, seulement la défense, la création de services publics. L'accès à la santé, à la culture, à l'éducation, au logement, la gratuité des transports en commun, il porte ce que les collectivités socialistes font déjà en France, pardon. Tu te fous de la gueule de qui? Les collectivités socialistes qui font la gratuité des transports. Face à ceux qui, comme Milei ou Trump, veulent démolir l'État-providence, je me battrai aux côtés de Mamdani pour qu'il puisse lui aussi le faire vivre chez lui. En gros, il y a son pote de la fosse qui l'a fait à Montpellier, ça y est, fort, il se sent plus. Bah, complètement. Parce que là, Mamdani, en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il a fait. Oui, sur les loyers, pour le coup, le PS fait rien. Et le PCF non plus, parce que rappel, c'est Yann Brossa, l'adjoint au logement. Petit rappel, léger rappel que les communistes aussi sont en charge du logement à Paris. Donc non, en fait, c'est que, désolé, mais New York a le même problème que Paris, c'est le truc que j'ai décrit tout à l'heure, c'est que globalement, les gens n'ont pas la thune d'habiter où ils travaillent et que bah le problème est le même à Paris, quoi. Et que le programme de Mamdani, on aimerait beaucoup le voir appliqué à Paris aussi. Les épiceries, tiens, pourquoi Olivier Faure, il a pas parlé des épiceries municipales? Parce que c'est quand même un sacré truc, les épiceries municipales. Bref. Où est-ce que je voulais en venir? C'est que du coup, t'as toute une guéguerre des socialistes pour essayer de dire non, Mamdani, il serait de notre côté. Les insoumis, vous êtes des méchants parce que vous essayez de récupérer Mamdani alors qu'il est à nous. Et du coup, il y a tout le monde qui se fait la guerre là-dessus en ce moment. Alors que, bah, genre, désolé, mais tu lis le programme de Mamdani et simplement tu regardes le parti dont il est élu. Bah, c'est la France insoumise, en fait. Bref. Même sur Gaza, tu vois. Il n'a pas attendu que éventuellement le troisième cessez-le-feu soit violé pour dire que peut-être c'est chaud, il faut faire des sanctions. Et que peut-être qu'on va arrêter de parler de sanctions parce que maintenant il y a un cessez-le-feu même s'il est violé chaque jour. C'est genre, c'est... Oui, la preuve par la Palestine. En fait, t'as tellement d'aspects qui font que Mamdani est aux antipodes du Parti Socialiste. Mais en fait, parce que le discours, en fait, c'est de dire que les vieux appareils de parti sont morts et sclérosés et qu'on a besoin d'une proposition radicale et claire et qui ne s'excuse pas d'être de gauche à gauche pour dépasser l'impasse dans laquelle nous ont mis les démocrates aux États-Unis et les socialistes en France. Parce que, désolé, mais François Hollande, en fait. Donc, et du coup, le PS,
ne supportent pas ce genre d'argument. En fait, ils ne supportent pas de voir que, que le réel leur donne tort. Du coup, ils font absolument tout pour essayer de récupérer Mamdani. Et en plus, à très peu de frais, parce que c'est aux États-Unis, on peut tout mettre à distance. C'est un petit peu une tendance qu'on a beaucoup en France, c'est de tout mettre à distance. Le fascisme, c'est Trump. C'est là-bas, etc. C'est loin. Nous, bah, ça va. Ça va, on a Macron, ça va. Donc c'est pareil pour Mamdani. Mamdani, oh c'est loin. On n'a pas à s'intéresser un petit peu au petit drama, au contenu, etc. Gna gna gna, parce que il est loin, et puis il a gagné, et puis il a l'air jeune, donc on peut le récupérer à très peu de frais, parce que personne ne va nous le reprocher, on n'a pas à s'embarrasser des détails, et voilà quoi. Et que Trump c'est pas bien, et Milei c'est pas bien, mais c'est là-bas. Par contre Macron va pas censurer son nouveau gouvernement, parce que le problème c'est les autres, c'est pas nous. Ah oui, le tweet de Garrido, je l'avais ouvert quelque part. Et si gagner démocratiquement était possible, gagner une primaire du Parti démocrate à la loyale. C'est quoi le Parti démocrate en France? C'est quoi le Parti démocrate en France? Qu'on va faire une primaire du PS, c'est ça? Va te faire foutre. Bénéficier du soutien populaire face au concurrent qui s'est dédié et a été déloyal vis-à-vis du processus de la primaire. Oui, il a été déloyal vis-à-vis du processus de la primaire. Bénéficier du statut de star locale et mondiale et avoir l'humilité d'affirmer que seul on n'est rien, car c'est la collégialité et le collectif qui priment. Avoir la générosité et l'intelligence de fédérer, toujours avec le sourire, plutôt que de diviser. C'est là qu'on reconnaît le goût de la démocratie. C'est l'éthique de la fonction démocratique du candidat ou du gouvernant. Bravo. Donc déjà, un tweet qui ne parle pas de contenu politique, bien évidemment, c'est juste la démocratie, la primaire, Mamdani l'a fait, alors on peut le faire. T'es en mode, genre, allô, le mec qui a été vaincu à la primaire s'est présenté quand même. Allô. Vaincu à la primaire démocrate par Mamdani, l'ancien gouverneur de New York se présente comme indépendant en jouant sur la crainte représentée par l'élection d'un socialiste à la mairie de la ville. Parce que désolé, mais oh là là, le sourire, pas de division, mais dis-moi que tu ne suis pas la politique états-unienne sans me dire que tu ne suis pas la politique états-unienne. La tronche de la propagande anti-Mamdani, c'est ça. Et quand tu sais ce que le communisme veut dire pour les États-Unis, le communisme c'est vraiment la guerre civilisationnelle contre les États-Unis, etc. C'est ça la propagande qui s'est pris. Il s'est fait traiter d'antisémite pendant des mois et des mois. Il se fait traiter de communiste. Chaque putain de jour que Dieu fait. Genre, oui, ok, il a le sourire, il a la tchatch, etc. Ok, c'est cool, c'est un New Yorker, il est stylé, etc. Mais genre, désolé, mais pardon, pas de division. Mais Mamdani a été accusée de diviser le Parti démocrate. Qu'est-ce qu'elle raconte? Genre, quand Hakeem Jeffries il dit ce n'est pas Mamdani l'avenir du Parti démocrate, vous croyez que c'est pas une division, ça, peut-être? Vous croyez qu'il n'y a pas une guerre ouverte à l'intérieur du Parti démocrate en ce moment, précisément, entre la ligne Kamala Harris, on continue comme avant, et de toute façon, les gens ils vont être tellement dégoûtés par Trump qu'ils n'auront pas le choix de voter pour nous, et en fait, si on prend en otage le peuple, ils vont finir par voter pour nous, et la ligne Zoran Mamdani, Bernier, etc., en mode non, faut faire une campagne marquée à gauche et regagner l'électorat à gauche. Vous croyez pas qu'il n'y a pas une division à l'intérieur du Parti démocrate en ce moment? Mais allô, vous avez suivi quoi depuis les 10 dernières années, en fait? Genre, Après, moi, je suis d'accord que cette couverture me donne grave envie de voter pour lui. Merci, Davilou. Genre, désolé. On your marks, get set, zo. Socialist Mamdani wins race for mayor. The Red Apple. After a campaign that promised high taxes, free stuff, hating Israelis and vibes, Socialist Zoran Mamdani romped to victory last night and will become the 111th mayor of New York City. Genre c'est vraiment, après une campagne qui a promis une augmentation des taxes, des trucs gratos, détester Israël et des vibes, Zoran Mamdani le socialiste, genre désolé mais genre c'est... Après, basé. Genre, franchement, moi je dis oui, hein. Mais dites-vous, c'est la teneur de la campagne qui s'est pris contre lui. Genre, à un moment, il a mangé avec ses mains, genre en mode à l'indienne, etc. Et genre, il s'est pris, mais article sur article, des gens dans les médias nationaux qui disaient « Ah, il mange avec ses mains, c'est dégueulasse, etc. » Donc, le racisme qu'il y a derrière tout ça. Genre, littéralement, dans la dernière ligne droite de la course, le point de discours sur lui, c'était que c'était un musulman et c'était dangereux à cause du 11 septembre et que les gens avaient peur de lui parce que New York était dans le traumatisme du 11 septembre et que Mamdani était pour le 11 septembre, pour les attentats. Genre que Mamdani était littéralement un terroriste responsable de la mort des New-Yorkais et que c'est pour ça qu'il fallait pas voter pour lui. À quel moment ça a été une campagne de rassemblement, de sourire et de démocratie? Non, ça a été une campagne sale. Et sauf qu'en effet, c'est vrai que Mamdani a une stratégie de toujours sourire face à l'adversité et de toujours s'en sortir avec la grâce et la tchatch. Oui, mais ça c'est parce que c'est sa personnalité et que c'est là-dedans qu'il excelle le plus. J'ai vu ça en France, Marion Le Pen a fait un tweet en lien avec le 11 septembre. Rima Hassan, David Guiraud, ce serait qui le Mamdani français? Pourquoi on n'a pas de candidat à la mairie de Paris? Donc Mélenchon qui dit donc alerte, méthode du PS et ses satellites unitaires, il convoque les assises d'un prétendu Front Populaire 2027 sans LFI. Plus fausse gauche, fausse unitaire, ça existe. Okay. Les mêmes vantent la primaire aux USA
ça et oublie de dire que le candidat battu, Andrew Cuomo, s'est quand même présenté à l'élection contre le vainqueur Zoran Mamdani. Et du coup, Marine Tondelier qui dit et le gagnant de la primaire a gagné l'élection quand même. Ok, très bien. Maintenant, Marine Tondelier, tu me vas m'expliquer en quoi un système de bipartisme et la logique des primaires dans un système de bipartisme est transposable à un système multipartidaire à la française. À moins que tu ne sois favorable à la création d'un parti unique à gauche, mais spoiler alerte, ça va plaire à personne. Surtout que, non mais, et surtout que les primaires aux États-Unis, déjà les primaires sont obligatoires vu qu'il n'y a que 2 partis, déjà, voilà. Mais surtout il y a des principes d'enregistrement. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui sont Registered Republicans, Registered Democrats. Ça veut dire que quand tu t'inscris sur les listes électorales, tu peux aussi t'inscrire en tant que républicain ou en tant que démocrate d'une façon à ce que tu votes aussi pour les primaires. En fait, c'est une forme d'encartement qui est beaucoup plus institutionnalisée qu'en France. En France, quand tu es encarté d'un parti, tu es militant de ce parti. Aux États-Unis, quand tu es registered, tu n'es pas forcément militant du parti, mais tu vas voter pour les primaires du parti. Pensez ça comme une espèce d'électorat intermédiaire, de pool électoral intermédiaire qui va faire que tu vas voter du coup automatiquement aux primaires et que quand tu vas voter, tu es une personne qui va voter pour les primaires parce que tu es registered, démocrate ou républicain, etc. Oui, c'est ça, c'est en mode t'es enregistré en tant que sympathisant. Donc déjà, rien que ça, c'est un système qui est incomparable avec celui qu'on a en France, puisque ça veut dire que l'identité politique est énormément liée à républicain et démocrate. C'est-à-dire que ce bipartisme structure aussi le rapport identitaire. Tu peux avoir des familles, et ça c'est le truc que j'expliquais pareil en live hier, hein, mais tu peux avoir dans des familles des gens qui vont te dire qu'il faut un système de santé socialisé, un système de santé nationalisé, etc., enfin inclus, gratuit, etc., qu'il faut l'éducation gratuite, qui vont te dire des trucs de turbo-gauche, en mode ouais, les pauvres ont des meilleures conditions de travail, etc., et qui après, quand tu vas leur demander pour qui tu votes, ils vont te dire non pas je vote républicain, mais I am a Republican. Je suis un républicain. Parce qu'il y a des familles entières qui s'identifient, dont l'identité est d'être républicain, et quoi qu'ils pensent, même si c'est totalement inverse à ce que fait le Parti républicain, c'est un ancrage familial. On n'arrive pas à sonder les gens sur ce qu'ils votent parce qu'ils sont indécis, alors une identité de parti oublie. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, c'est déjà que lorsque tu parles du coup dans ce contexte-là, de primaire, d'appartenance politique, etc., on ne parle pas du même ancrage d'appartenance politique, Marine Tondelier. En France, comme le rappelle Shadoméga, nos sondages ne sont pas clairs parce que les gens ne savent pas pour qui ils votent, parce qu'il n'y a pas d'identité ancrée, parce qu'on a plusieurs partis, parce que etc., etc. Donc évidemment que quand tu fais une primaire des démocrates, il y a une forme de représentativité parce que c'est déjà institutionnalisé dans le système électoral même. Alors qu'en France, quand tu vas faire une primaire populaire, bah, il y a un peu n'importe qui vote, on sait pas trop qui va voter dedans, c'est pas très clair, et en plus, bah, les partis sont pas forcément d'accord entre eux, et puis de toute façon, les résultats de la primaire, t'y es encore moins tenu parce que t'as même pas cette appartenance idéologique, ancrée, familiale au fait que t'es démocrate, et même si t'es pas d'accord, bon ben quand même, tu votes démocrate, vote blue, no matter who, etc. Genre, on n'a pas le même degré de fidélité politique, tout simplement parce qu'on n'a pas que 2 partis, parce que nous sommes une vraie démocratie, en fait. Parce que, désolé, mais un système où tu n'as que 2 partis, spoiler alert, c'est pas très démocratique aussi. Une des raisons pour lesquelles Trump a gagné la première fois en 2016, c'est aussi que les gens étaient un peu surpris et un peu chouques du fait que, bah, en face, Hillary Clinton, c'était business as usual, Obama, c'était trop bien, vous vous rappelez, on est trop bien les démocrates, et Trump, il parlait des prolos. Alors évidemment, il les a trahis derrière, évidemment, il leur a craché à la gueule, évidemment, il les a foutus encore plus dans la merde, il les a encore plus enfoncés 6 pieds sous terre. Mais en attendant, t'avais le truc de le fameux populisme de droite de Trump, c'était ah putain, il parle de trucs concrets. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Et après, ça lui a permis pour sa deuxième élection de dire they're eating the dogs, they're eating the cats, les immigrants dehors, etc. Parce qu'il y avait déjà une radicalisation d'une certaine base de personnes. Puis après tout, Trump, il a raison parce qu'il parle de nous vraiment, etc. Enfin, t'avais un truc vraiment religieux avec Trump. Mais un des aspects vraiment fondamentaux de ça, c'est que la politique états-unienne est tellement, paradoxalement, dépolitisée que le premier qui se ramène avec une campagne populiste, mais c'est le roi du pétrole. Bernie Sanders, c'était ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la primaire démocrate en 2015, du coup, quand Bernie Sanders s'était présenté contre Hillary Clinton, qu'il avait perdu, il s'était pris une sacrée campagne aussi hostile à l'intérieur de son propre parti, rappelle. Mais quand Bernie Sanders, je me rappelle les sondages qui projetaient une victoire de Bernie Sanders avec des marges plus
élevés face à Trump que Hillary Clinton. Pourtant, Bernie Sanders est plus à gauche. Normalement, si tu as une logique de il faut se recentrer, etc., tu dis c'est pas possible, Bernie Sanders est plus à gauche, donc il faut quelqu'un qui est un petit peu plus proche de Trump, comme ça, les gens, comme c'est plus proche, les gens vont un petit peu plus aller vers elle. Et ben en fait, non, c'était Bernie Sanders qui était plus à gauche que Hillary Clinton, qui était annoncé avec une plus grande marge de win face à Trump. Clinton était aussi projetée comme gagnante face à Trump. Pour le vote populaire, oui. Pour les États, non. Enfin bref, vous avez compris, c'était un peu compliqué, c'était très très serré entre Clinton et Trump. Mais Sanders avait une meilleure marge. Et parce que Sanders faisait une campagne populiste. C'est-à-dire une campagne où tu parles de politique, en fait. En tout cas, je suis trop heureux qu'il soit élu. Ah oui, Zoran Mamdani, premier maire depuis 1969, élu avec plus de 1 million de voix. Depuis 1969. Depuis les fucking émeutes de Stonewall, 69, c'est la première fois qu'un maire est élu avec plus de 1 million de voix. Taux de participation, plus de 2 millions de votes, un record depuis 1969. Donc il y a eu un record de participation depuis l'époque où il y avait des lois à New York qui interdisait aux personnes de porter plus de 3 articles de vêtements du sexe opposé. Et entre-temps, la population de New York, elle a augmenté. Hein. Genre, il y a plus de gens qui ont bougé à New York. Donc quand on mobilise les abstentionnistes, c'est souvent la gauche qui gagne, à bon entendeur. C'est aussi ça, une des données importantes de la victoire de Mamdani, c'est que, bah oui, quand tu réfléchis, quand tu penses la politique comme une espèce de gâteau à se partager, il y a le gâteau d'électeurs, il faut se les partager. Évidemment, t'es le Parti Socialiste, au hasard, ton réflexe, ça va être d'aller chercher les électeurs qui te manquent sur les plates-bandes du mec d'en face. Donc tu vas te dire, nous on a notre pool d'électeurs, oh, c'est ça la gauche pour vous. Nous on a notre pool d'électeurs à gauche, et ils ont leur pool d'électeurs à droite, donc faut qu'on aille gratter une petite partie du pool d'électeurs de la droite. Sauf que bah, quand tu réfléchis, non pas en voyant ça comme un gâteau à se partager, mais comme un flux avec des gens qui ne votent pas, qui ont des intérêts divergents, et qu'en fait la politique c'est beaucoup plus complexe que simplement un slider qui va de la gauche à droite, bah du coup, au hasard, tu es la France Insoumise ou tu es Zoran Mamdani, bah en fait tu vas aller taper dans les abstentionnistes, tu vas aller taper dans les gens qui sont découragés de la politique, qui sont dégoûtés, qui n'en peuvent plus. Parce qu'en fait, tu sais très bien que c'est chez eux que tu dois aller chercher, c'est eux que tu dois convaincre, c'est envers eux que tu as une plus grande responsabilité politique. Mais en tout cas, voilà, Mamdani, trop cool. Et je suis trop heureux. Et on peut gagner, quoi. On peut avoir des trucs. Il peut nous arriver des trucs bien parfois, tu vois. Il peut y avoir de la beauté dans le monde, quoi. Ça, c'est... Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.